Trouver une nouvelle vitesse de croisière en période de turbulence, franchement, c'est très compliqué et parfois ça peut prendre la tête. Mireille Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue. Ça veut dire que auprès de vos patients, auprès de vos clients, vous tentez de leur redonner de l'apaisement, un bon sommeil, par exemple, un équilibre recalé. Vous avez l'habitude de dire que vous travaillez pour le développement durable de l'humain. Ça veut dire quoi? Alors, effectivement, c'est une façon d'envisager le métier de sophrologue où on favorise le rééquilibrage dans une direction positive, donc retrouver le bien-être. Et pour moi, le développement durable de l'humain, c'est s'occuper de la gestion du stress, parce qu'on sait que c'est une source de déséquilibre, s'occuper de l'optimisation de l'énergie, on est dans un univers où la performance, l'énergie est nécessaire, mais aussi on doit considérer tout ce qui va toucher à l'optimisation de la récupération. Donc je travaille beaucoup sur le sommeil, ce que vous avez mentionné est juste, et dans différents domaines, que ce soit dans le sport, que ce soit sur les hommes d'affaires par exemple, qui sont amenés à beaucoup voyager, qui ont beaucoup de décalage horaire, ou des personnes qui travaillent en horaire posté, ou bien monsieur tout le monde qui peut avoir des rythmes un peu soutenus, on peut perdre son équilibre de sommeil aussi. Donc effectivement, je vais les aider, je vais le faire de mon mieux pour les accompagner, leur donner des outils pour qu'ils retrouvent ces clés en fait à la fois de l'énergie, de l'équilibre et du sommeil. Vous travaillez dans votre cabinet, vous travaillez également en entreprise avec des dirigeants, avec leurs collaborateurs, et vous avez été athlète de haut niveau. Et vous avez retrouvé dans la sophrologie exactement tous les conseils ou en tous les cas les méthodes que vous avez appliquées lorsque vous étiez en compétition. Oui, C'est bien effectivement. cela? Effectivement. On nous faisait faire des exercices qui étaient des exercices de sophrologie, mais sans mentionner le nom. Et j'ai retrouvé ces exercices bien plus tard, alors que je travaillais en entreprise, par hasard, un petit peu par hasard, et ça m'a interpellée parce que je me suis souvenu précisément des bienfaits, en fait, de leurs bienfaits, et ça résonnait encore en lisant des descriptifs d'exercices, je ressentais des sensations. Donc ça, effectivement, ça m'a stimulée en termes de curiosité pour aller creuser, retrouver l'outil, mais pas en tant que juste pratiquante, mais effectivement praticienne. Donc le monde a changé brutalement. C'était aux alentours de mars. Une bestiole de quelques nanomètres s'invite sur Terre Oui. et du coup tout change. Quand je dis tout change, l'économie et le sommeil, le projet et le bien-être, le désir d'évasion et le désir d'inquiétude, les gestes de prévention également sont là. Ma première question, comment fait-on du coup pour garder l'équilibre lorsqu'on est en période de turbulence? Alors, d'abord, ce que je pense qui est essentiel quand on évoque cette question, c'est de considérer qu'il faut d'abord reconnaître l'impact de ce qu'on vit. L'impact d'un stress, la crise du Covid n'est pas du tout neutre. Elle vient nous chercher dans plein de domaines de notre vie, professionnelle, privée. On est tous concernés. Et depuis le mois de mars, ça va faire maintenant 9 mois, on est tous très mobilisés par cette crise. D'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, parce que à la fois on a bien sûr nos préoccupations particulières, peut-être dans l'entreprise également, donc plus collective, mais aussi familiale. Et puis, on se rend compte que tout le monde est concerné, les jeunes enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, de différentes façons. Mais c'est effectivement une source de stress pour tous. Et là, on traverse aussi un épisode qui est particulier, parce que il y a eu plusieurs épisodes dans la crise du Covid. Il y a eu le confinement, ce que vous mentionnez tout à l'heure, effectivement l'état de sidération, qu'est-ce qui nous arrive, où on est très perturbé, et puis derrière, on a eu le déconfinement, en pensant que ça allait être libérateur, donc ok. Et il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que le niveau d'anxiété était plus élevé au moment du déconfinement qu'au Exact. moment du confinement. Parce qu'il y avait un contre-coup aussi. Et puis derrière, on s'est reconfiné. Alors là, la période dure. Et en fait, toute cette période, maintenant, ça fait 9 mois, elle nous a mis en contact avec des états qui sont pas forcément très agréables. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'incertitude. Elle a généré l'incertitude chez tout le monde. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, quels vont être les impacts.
qui va être concerné autour de nous? Alors, on parle bien sûr de toute l'activité économique, mais aussi de la santé, de nos proches. On peut pas oublier tout ça, ça fait partie des préoccupations qui sont majeures. Donc, il y a cette notion d'incertitude qui a provoqué beaucoup de peur chez tout le monde, et les peurs continuent. Il y a des peurs elles ont tout du sens, ces peurs. Les gestes barrières, bien sûr, c'est nécessaire. C'est parce qu'on a peur de l'attraper qu'on va d'un seul coup dire, bah oui, je vais accepter de porter un masque et je vais accepter de me laver les mains, peut-être plus fréquemment que ce que je faisais avant. Donc, la peur est utile, mais après, quand la peur devient envahissante et qu'elle perdure, ça devient un sentiment qui est permanent. Et là, ça peut commencer à être problématique. Deuxième chose que cette longue période a généré, c'est la perte de contrôle. On ne contrôle plus grand-chose dans nos vies. Alors, on avait déjà des espaces qu'on ne contrôlait pas, mais là, même ce qu'on pouvait sécuriser avant, ce n'est plus sécurisable aujourd'hui dans le temps. La façon dont ça va évoluer, on ne sait pas. Donc, la perte de contrôle, la perte de liberté aussi, l'incapacité à faire ce qu'on veut, tout ça provoque aussi une deuxième émotion qui est la colère. Et troisième état qu'on a beaucoup quand on partage, qu'on regarde un peu les études qui ont été faites, le manque. Le manque. Alors, je parlais du manque de liberté, le manque de contact. Nous, les êtres humains, on aime partager, que ce soit dans notre vie personnelle ou en entreprise. On parle beaucoup du télétravail en ce moment. Et le télétravail, ça a ouvert de nouveaux possibles. Et heureusement que c'était possible, et ça a été une vraie découverte pour beaucoup. Et en même temps, donc c'est une bonne chose, il y a moins de trajets pour certains, plus de temps pour la vie familiale, il y en a qui en ont profité, et pour d'autres au contraire, parce que ça commence à durer, ça devient vraiment difficile, parce qu'ils se sentent plus isolés, parce que du coup il y a des liens qui ne sont plus tissés, voilà, il y a on n'est plus nourri non plus de l'énergie des autres. Et dans un groupe, dans une entreprise, quand on fait du team building, on mobilise toutes les énergies dans une direction commune. Donc là, c'est aussi un peu plus compliqué. Alors, donc on voit que ces 9 mois qu'on vient de vivre, il y a vraiment, il y a des choses positives, des choses négatives. En tout cas, ce n'est pas une période gratuite. J'entends par là qu'on le veuille ou non, le stress accompagne cette période depuis le début jusqu'à maintenant, et ça va encore durer parce qu'on n'a pas de visibilité claire. Et en plus de ça, ni les politiques ni les scientifiques ne sont capables aujourd'hui de complètement nous rassurer. Là, on parle beaucoup du vaccin. On pourrait se dire, ouais, le vaccin, mais on sait que tout le monde n'a pas envie de se faire vacciner. L'inquiétude sur le vaccin est légitime aussi. Donc, on continue à être dans un état, où à la fois la peur, la colère et la tristesse, ces émotions qui accompagnent l'instant, elles vont encore durer un petit moment. Alors, quand on parle de toutes ces émotions, j'ai parlé du stress. Effectivement, la connexion de l'état émotionnel et du stress, c'est une conséquence. On vit un stress. Il y a des personnes qui ont considéré, quand on les questionne, elles vous disent non, mais moi le Covid, pas du tout, c'est pas un problème, tout va bien. Oui. Quand on pose un peu d'autres types de questions, on va remarquer que ces personnes vont fumer davantage, ou qu'elles se sont mises à peut-être boire un peu plus, ou à manger. Donc il y a des phénomènes de décompensation qui font que, elles ont l'impression qu'elles sont pas impactées, mais elles sont impactées de toute façon. Et d'autant plus que quand on regarde les mécanismes du stress, quand on s'intéresse à qu'est-ce qui gère le stress dans mon corps, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Les régulations du stress, elles sont automatiques puisque c'est notre cerveau réflexe, le cerveau reptilien qui a au centre là le cerveau le plus ancien qu'on partage avec les animaux. C'est lui qui agit. C'est pas notre cortex. On est des Homo sapiens sapiens grâce à cette cortex formidable qui nous permet de réfléchir sur nous. Sauf que là, quand on parle de stress, il n'est pas concerné le troisième étage là. Ça se passe au premier, l'étage fondamental du cerveau reptilien, qui est un cerveau réflexe et qui lance les modalités de réaction. Et ça, quelqu'un qui me dit j'ai pas de stress du tout, en fait, il est dans une forme de déni. Il n'entend peut-être pas les signaux de son corps, mais il traverse une période stressante qui n'est pas gratuite et qui lui coûte de l'énergie. Voilà. Alors, quand on regarde un peu plus près justement ces mécanismes de comment fonctionne le corps avec la gestion du stress, donc le cerveau reptilien, c'est une boîte automatique, c'est un cerveau réflexe, et puis lui, il a à sa disposition notre système nerveux. Alors, le système nerveux, il y a le système nerveux central, qui lui, nous permet de faire des actions volontaires. Par exemple, je me gratte la tête, ok, c'est un geste que je fais volontairement, c'est le travail de mon système nerveux de coordonner tout ce qui va participer au mouvement.
Et puis j'ai une autre partie de mon système nerveux qui peut intervenir, c'est le système nerveux autonome. C'est lui qui est en charge de la gestion du stress. Et lui, il faut bien comprendre qu'il fonctionne comme une voiture avec une boîte automatique. Alors, vous imaginez une voiture avec une boîte automatique, pour ceux qui en ont une, en fait, on a 2 pédales, C'est tout. accélérateur et frein. Voilà. Et on est équipé de la même façon, et en fonction de ce qu'on vit en journée, on mobilise l'accélérateur ou le frein. Nous, les êtres humains, bien sûr qu'on est paramétrés pour être en activité le jour et dormir la nuit. Il est donc normal qu'on accélère un peu plus en journée que la nuit, puisqu'on alterne l'usage de ces 2 pédales. On n'a pas prévu de faire juste une seule pédale et après un grand coup de l'autre. Ça s'équilibre, le corps il est bien conçu, mais on est effectivement dans un processus d'alternance. Mais quand on se repose, on appuie davantage sur le frein pour compenser. Alors ça, c'est l'idéal quand on est dans un modèle d'équilibre et que tout va bien. Si on revisite cet accélérateur et ce frein dans la période qu'on traverse, on peut imaginer qu'on a beaucoup donné des coups d'accélération, plus ou moins intenses, et que derrière, le frein a peut-être été moins mobilisé parce que il y a eu surcharge, et il y a encore surcharge. C'est-à-dire que les autres stress de nos vies qui étaient là avant n'ont pas disparu, ils sont toujours présents. Ça veut dire que finalement, on a plus de choses à gérer. Et le stress en soi n'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose, il fait partie de la vie. Le stress, c'est une interaction de notre organisme avec un environnement, une situation. La vie, c'est que ça. Et puis, il y a des stress qui nous boostent, il y a des stress qui nous font du bien. Là, dans le Covid, ce qui est plus problématique, c'est que c'est long. Et puis que notamment les énergies émotionnelles, que ce soit la peur, la colère ou la tristesse, c'est des énergies qui nous coûtent très cher. Donc il y a de la fatigue. Et quand on questionne aujourd'hui les personnes sur comment elles se sentent, beaucoup parlent de lassitude. Il y a une forme de lassitude. C'est vrai. On dirait que c'est une fatigue nouvelle. C'est pas une fatigue physique, alors là c'est clair déjà. Des fatigues longues, on en a déjà eu dans des périodes saisonnières de travail très importantes. On a déjà eu ça. Ici, on a l'impression que c'est une fatigue qui ne trouve pas son repos. Oui. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a une sursollicitation, c'est une fatigue. Alors, d'une façon quand même, physique différente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du coup sédentaires, celles qui télétravaillent. Celles qui travaillent, elles, ont tendance à travailler davantage parce que la gestion des effectifs, compte tenu des conditions Covid, ça nécessite qu'il y ait moins de personnes sur certains postes. Donc, il peut y avoir de la surcharge. Donc, c'est une fatigue physique différente. Il y a une fatigue émotionnelle qui est importante, très forte, émotionnelle. Et l'émotionnel, c'est quand même un gros moteur. Et puis, il y a une fatigue mentale. Parce que là aussi, quand on travaille toute la journée devant un écran, pour ceux qui sont concernés par le télétravail, c'est quelque chose d'évoqué, parce que ça ne s'arrête jamais. Parce que du matin au soir, vous pouvez avoir des personnes qui enchaînent des réunions. Donc, pas un moment, ça s'arrête. Quand elles étaient avant dans leur bureau, elles pouvaient avoir de l'intensité, mais il y avait un moment où ça s'arrêtait. On se déplace, ne fût-ce que ça. Je vais en réunion, je sors de réunion, on fait une pause. Et oui. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus tout ça. Donc, il y a véritablement une surcharge. Et quand on commence à observer cette surcharge et qu'on réfléchit un petit peu à la façon dont le corps le gère, j'évoquais le système nerveux autonome, je vais juste vous montrer à quel point, en fait, on ne peut pas passer à côté de ça. À quel point, dès qu'on est dans des situations de stress, nos 2 pédales se mettent en activité. Et je vais pour ça utiliser un petit monitoring. Je vais mettre un petit clip sur mon oreille pour vous montrer à l'instant T comment fonctionnent mes 2 pédales. Alors je vais juste me décaler un instant pour lancer un enregistrement qui va, alors au début il y a un petit échantillonnage qui va venir et vous allez voir que en haut il y a un écran avec une ligne verte qui va apparaître. Alors elle prend toujours un petit peu de temps pour venir, mais je vais continuer l'explication pendant que la ligne se présente. En fait, ce que ça va mesurer, cet appareil, ça va mesurer à l'instant T que nous échangeons comment mes 2 pédales sont en interaction. On sait que quand on accélère, la courbe verte monte. Au contraire, quand on freine, donc le système nerveux autonome, le frein reprend la main, la courbe descend. Et ce qu'on voit, si on observe ce que je suis en train de faire à l'instant, la courbe qui va apparaître sur l'écran, alors elle va bientôt arriver, encore 2 petites secondes, 23 secondes, vous allez voir qu'il y a une alternance qui est chaotique. Le pouls
qui mesure mes battements cardiaques, en fait, enregistre le nombre de battements que j'ai sur une minute. Bon. En réalité, ces battements ne sont pas tous identiques. Il y en a qui sont plus rapprochés que d'autres, il y en a qui sont plus éloignés. Et ce qui va se passer, c'est que le pouls va juste donner le nombre de battements. Par contre, la variabilité, comment se succèdent les battements, eux vont donner l'information si je suis en train d'être stressé et d'accélérer, ou au contraire, si je freine. Alors quand on est jeune et qu'on est enfant, on accélère très vite, donc on va avoir une accélération du rythme cardiaque et puis un ralentissement qui va se faire naturellement. Quand on est plus âgé, il se passe autre chose. Alors si vous regardez ma courbe, vous voyez que je monte et que je descends. La courbe qui est visible sur l'appareil, elle ressemble à des montagnes. Voilà, parce que je suis en train d'être en activité et que si je m'arrête de parler, que je me mets tranquillement à être tranquille, à plus parler, ma courbe va redevenir une courbe plus normale, plus tranquille. La montée, l'accélération, tout ça va être plus paisible. Si au contraire, je commence à m'agiter ou je commence à penser à quelque chose qui m'énerve, là, il va y avoir des accélérations. Il va y avoir des lignes vertes qui vont monter et puis le temps que je redescende, est-ce que j'ai le temps de redescendre avant de commencer à remonter ? Si j'ai une journée où toute la journée je suis en mode stress, je vais rencontrer cette problématique, c'est-à-dire que je vais monter très haut, je vais redescendre un tout petit peu, mais je vais recommencer à monter. Je vais continuer à enchaîner, en fait, des moments où mon corps se met en adaptation face au stress. Et les stratégies du corps pour se mettre en adaptation face au stress, ils nous offrent des substances qui nous permettent de faire face au stress. Alors, les premières substances qui sont libérées, adrénaline, noradrénaline, ça c'est l'état d'urgence, et on reste pas longtemps dans cet état. Quand c'est du stress de journée chronique, on est plutôt dans des productions de cortisol, qui est un carburant, je dirais, plus durable, c'est un peu comme du diesel. Mais le cortisol, là encore, quand on en produit, ce n'est pas gratuit. Alors si vous regardez ma courbe, vous avez vu que elle change, elle est très chaotique. C'est normal. Voilà. Oui, parce que là, vous êtes en activité. Je suis en activité. Si j'étais dans un stress énorme, je monterais encore plus haut. Je voulais vous le montrer. Alors, je vais sortir de cet enregistrement parce que je voulais juste montrer qu'à l'instant T, nous sommes tous concernés. Si on est dans le déni de son stress en disant non, mais moi je gère très bien, si je monitore quelqu'un aujourd'hui et que je commence à lui demander de parler de ce qu'il vit, du Covid, et que je commence à parler des proches, je vais avoir des accélérations, c'est quasi inévitable. Et quand on fait ça, effectivement, la production du cortisol qui peut se présenter quand on commence à être stressé, et notamment quand c'est du stress chronique, c'est ce qu'on expérimente maintenant, on n'est plus dans un stress aigu, c'est-à-dire un épisode qui est immédiat et qui arrête. Là, on est dans une musique de fond. Voilà, une espèce de musique de fond qui revient, et qui nous ramène dans des états. Et ça, quel est l'effet dans ce cas ? C'est usant ? Alors oui, c'est fatigant parce que quand on produit du cortisol, notre taux de sucre monte dans le sang. Donc on fait des liens entre le stress et le diabète, par exemple. Autre chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est fatigant, vous le disiez, ça impacte notre système immunitaire, parce que l'énergie qu'on produit, qu'on met à produire le cortisol, elle n'est pas disponible pour faire autre chose, et donc le système immunitaire a plus de mal à se déployer et à être efficace. Et quand on a beaucoup de stress, on sait que ça favorise les terrains inflammatoires. Et puis il y a un petit neurotransmetteur qui lui va arrêter de circuler dans notre corps. Et en fait, le petit neurotransmetteur s'appelle la sérotonine. C'est le petit neurotransmetteur de la bonne humeur. Alors moi, les neurotransmetteurs, j'en parle d'une façon un petit peu particulière. J'explique que c'est comme un distributeur de prospectus qui dépose dans chaque petite cellule de vos neurones un message. Alors vous savez, les prospectus, en général, les distributeurs, ils sont tous les mêmes. C'est une marque qui leur a demandé. Là, ce qui est écrit sur le prospectus, c'est « je suis en forme, tout va bien, je suis en forme, tout va bien ». Et donc, quand cette petite substance circule dans votre cerveau ou dans vos intestins, vous avez ce ressenti que vous êtes en forme, tout va bien. Et que tout va bien. Et quand on produit du cortisol, ça ne circule plus. Il peut plus faire sa distribution. La distribution est arrêtée, donc on n'est plus en forme et tout ne va pas bien. Voilà. Alors, ça, c'est un état des lieux. Ça, c'est une constatation. On ne peut pas refuser ça parce que c'est la physiologie, c'est nos équipements. Ouais. Mais alors, on reprend le contrôle de tout cela comment ? Donc, si j'ai bien compris ici, il va falloir arrêter cette production en continu de cortisol, oui. Et il va falloir se donner des temps, mais vraiment de bon repos, quoi.
Alors oui, cortisol, vous savez, on parle beaucoup de l'épuisement. Tout à l'heure, Anne-France a parlé du burn-out. L'épuisement, il vient quand le stress chronique, il dure, et que on n'a plus d'espace de réparation, d'espace frein, que le frein n'est plus sollicité suffisamment. Le sommeil fait partie de l'espace frein, et quand il y a trop de stress, il est malmené. J'en reparlerai juste après. Donc oui, il peut y avoir justement des situations qui vont être amplifiées par le stress, va amplifier le fait qu'on dorme mal. Alors déjà, la peur empêche de dormir, donc tout ce que j'ai décrit favorise le fait que on ait plus de difficultés à bien se reposer, à trouver des espaces de récupération de qualité. Alors, malgré tout, il y a des solutions, parce que dans nos équipements, et je dis toujours que les chefs de projet qui ont dessiné l'être humain, je ne sais pas s'il y en avait un ou deux ou trois ou quatre, j'en sais rien, en tout cas, ils ont créé l'homme de façon à ce qu'il puisse vivre au quotidien sa vie, faire ce qu'il a envie de faire sur la planète le temps qu'il est sur Terre. S'il veut travailler, il travaille. S'il veut se reposer, il se repose. S'il veut jouer avec ses enfants, voilà, on fait ce qu'on veut. Mais tout ça, en fait, c'est fait parce que notre corps, notre système nerveux autonome, il gère toutes nos fonctions vitales. C'est lui qui s'occupe de gérer les battements de notre cœur, notre respiration. Il a un gros boulot, hein. Le système nerveux autonome, il est absolument essentiel, c'est lui qui nous maintient en vie. Il fait battre le cœur. Si on devait réfléchir, à penser à faire battre son cœur, je veux dire, on serait pas nombreux. La planète on serait beaucoup moins nombreux en termes de population. Le cœur, la digestion, toutes ces fonctions essentielles. La respiration, c'est le système nerveux autonome qui gère. Et en fait, quand vous inspirez, c'est votre accélérateur qui est mobilisé, et quand vous expirez, c'est votre frein. Et quand vous inspirez, votre rythme cardiaque qui monte, et quand vous expirez, donc quand vous soufflez, là, c'est le rythme qui descend. Alors, la bonne nouvelle dans toutes ces fonctions, alors mode réflexe, c'est formidable parce qu'on peut du coup, notre corps s'adapte à nos besoins, voilà. Mais aussi à notre stress. Et malgré tout, on a une chance incroyable, c'est que on peut sortir une des fonctions que j'ai citées et la passer en boîte manuelle. Et ça, c'est miraculeux parce que la respiration, c'est la fameuse respiration. La respiration, quand on la sort du fonctionnement en mode réflexe, et qu'on décide de respirer d'une certaine manière, sur certains rythmes, on peut déjà agir sur son équilibre. Et de façon rapide. D'accord. Alors, la respiration... facile, je peux reprendre les commandes quand je veux. Oui, voilà. Mais pas n'importe laquelle. Et voilà. Alors, parce que la respiration, on peut respirer comme ça, des grandes respirations, avoir les poumons qui se gonflent, voilà. Ou bien ça peut être ici. Quand on dort et qu'on se repose, c'est pas comme ça qu'on respire. On respire pas avec le thorax qui bouge, c'est le ventre en bas qui se gonfle et se dégonfle. Ça s'appelle la respiration abdominale. Et je dis toujours, la première chose à faire si on veut agir sur son équilibre, puisque là on passe dans vraiment la dimension des actions pour retrouver l'équilibre, c'est déjà respirer. Respirer avec une respiration abdominale. Et le principe pour la trouver, parce que beaucoup de personnes ont du mal avec ça, et aujourd'hui c'est aussi l'occasion de partager un peu ma trousse à outils, c'est vraiment un outil que vous pouvez partager avec tout le monde autour de vous, ça marche chez tout le monde. Il faut vider l'air du ventre en soufflant, vous pincez vos lèvres comme si vous soufflez dans une petite paille. Donc quand vous faites ça, vous allez sentir que votre nombril vient rencontrer votre colonne vertébrale. Donc vous avez cette image que quand vous videz l'air du ventre, voilà, le nombril vient rencontrer la colonne vertébrale. Alors, pour certains, la route est plus longue que pour d'autres. L'idée, c'est que, voilà, le ventre rentre à l'intérieur. Quand on inspire par le nez, au contraire, c'est le bas-ventre qui se gonfle. Alors ça, c'est la première étape, d'apprendre à respirer de cette façon. Et la deuxième étape, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les rythmes de cohérence cardiaque, qui vont permettre de remettre en équilibre les deux pédales du système nerveux autonome en moins de 5 minutes. Et ce qui est formidable, c'est que quand on a été beaucoup en déséquilibre toute la journée, mais que ponctuellement, 3 fois par jour, on s'octroie cette pratique de respiration en cohérence cardiaque, on va remettre de l'équilibre plusieurs heures durant dans nos deux pédales, ce qui va faire qu'on va se sentir moins fatigué. Donc, moins fatigué au niveau de la fatigue physique, parce que ça fait baisser le taux de cortisol. Donc, les dominos, le sucre, le système immunitaire, tout ce que j'ai mentionné avant, on préserve tout ça. Hein, c'est moins impacté longtemps. Et puis, on va aussi être beaucoup plus apaisé émotionnellement, parce que le corps vit des expériences, les émotions se présentent derrière, et la nature des émotions sont liées aux expériences que l'on vit. Et derrière, notre mental, il va avoir toutes ces informations et les pensées
que l'on peut recevoir à ce moment-là, si on est dans des émotions qui sont la colère ou la tristesse, c'est absolument pas les mêmes pensées que quand on pense à quelque chose de joyeux. Donc ça, c'est vraiment des interactions, c'est un peu comme un ascenseur. Il y a des interactions qui sont vraiment constantes, mais le fait de respirer sur ces rythmes de cohérence cardiaque, qui sont des rythmes régulateurs, ça va permettre d'apaiser à la fois le corporel, l'émotionnel et le mental. Donc là, c'est une action intéressante. On a des belles ressources pour le faire. Il y a des applications comme Respirelax Plus que vous pouvez charger en ligne. Ça vous coûte rien. Vous prenez vos rendez-vous avec vous-même. Anne-France en parlait tout à l'heure. Pour se préserver et garder l'équilibre dans les turbulences, il faut absolument prendre des rendez-vous avec soi-même pour que dans l'agenda, il y ait des moments où on rompe les phénomènes d'accélération et qu'on trouve la pédale pause, la pédale frein pour se remettre en équilibre. Alors, et 5 minutes. Respirelax, je peux témoigner. Vraiment, ça fonctionne très bien. Oui, alors il y a d'autres applications, on peut choisir celle que l'on souhaite. L'idée, c'est qu'on travaille le matin, on fait 5 minutes le matin, on refait 5 minutes en milieu de journée, si possible avant le déjeuner, et en fin de journée. Et on a plusieurs rythmes possibles. Il y a des rythmes anti-stress, 5 secondes, des rythmes plutôt relaxants, 4-6, ou des rythmes dynamisants, 6-4. Commencez par faire le 4-6, le relaxant, et le 5-5, le matin, c'est celui qu'on va plutôt faire. Et puis, ça va permettre de se rééquilibrer. Si on a un gros coup de stress en journée, on peut aussi redescendre plus rapidement juste derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réunion ou un événement personnel ou autre qui arrive, qui nous bouleverse. On va pas attendre la soirée pour se remettre en équilibre, parce qu'on peut se rééquilibrer beaucoup plus vite. Et ça fait partie des outils qui sont extrêmement intéressants. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, on forme les corps d'élite avec ces outils-là. C'est pas un gadget. L'équipe de France de rugby se sert de la cohérence cardiaque. On peut le faire en collectif, donc là on parlait des équipes, on peut travailler à plusieurs avec ces rythmes-là, on peut se donner des rendez-vous en équipe, à plusieurs, pour faire l'exercice de cohérence cardiaque, même si on est en télétravail. Ok, dans un bureau, on va pas tous se mettre les uns à côté des autres en ce moment avec la Covid, mais en télétravail, on peut se dire, tiens, on fait un exercice collectif en même temps. Sans problème. Et derrière, on fait une réunion. Donc, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Donc ça, c'est pour moi une première ressource absolument fondamentale qui touche aux 3 énergies, corporelle, émotionnelle et mentale. Une deuxième que je trouve extrêmement intéressante aussi, c'est le silence. Un temps de silence dans la journée. On arrête, on débranche, on se met dans sa bulle, sans rien faire d'autre. On absorbe ce silence. Et alors ça repose, ça repose. C'est court, il n'y a pas besoin de faire 10 minutes, juste 1 minute de temps en temps. Vous êtes devant un écran bombardé de conversations, des choses que vous devez entendre, sans arrêt. Un moment de silence, juste être là, tranquille, rien. Plus de bruit, plus rien. Alors ça, c'est aussi intéressant. Alors nous, en sophrologie, on travaille le silence quand on dirige nos séances, parce que à la fois on va parler, mais il y aura toujours des temps de silence dans les séances, parce que c'est dans ces moments de silence que justement on accueille des phénomènes, on accueille des sensations, et que le travail se fait. Donc le silence, c'est pas un temps mort. Le silence, c'est un temps plein. C'est un temps plein. Alors il faut se l'offrir. C'est comme en musique, hein, c'est un temps plein. Mais oui. Le soupir est un temps plein. Mais oui, bien sûr. Alors ça, on n'a plus beaucoup de moments de silence. Peut-être qu'on n'y pense pas, j'en sais rien. S'offrir des moments de silence, ça c'est aussi un espace pour se rééquilibrer qui est formidable, facile, mais il faut y penser. Pareil, c'est s'octroyer ces espaces de silence. Et puis derrière, il y a d'autres outils qu'on peut avoir, qui peuvent être bien sûr en sophrologie. Nous, on a des techniques de rééquilibrage. Hein. Quand quelqu'un est avec un traumatisme, il y a des familles qui ont vécu des drames avec la crise Covid, qui ont perdu des membres de leur famille. Donc, on peut accompagner ces formes de déséquilibre qui sont liées à des situations personnelles avec des pratiques. Il y a des sophrologues en France qui peuvent vous accompagner, vous aider à retrouver votre équilibre si vraiment au niveau de l'émotionnel, vous êtes vraiment complètement perturbé. En ce moment, il y a un vrai sujet avec les jeunes étudiants. Il y a beaucoup de cas de dépression.
Et je les nommais, ces jeunes, parce que ils se retrouvent dans des configurations de grandes difficultés. Ils sont seuls, dans des petits espaces, ils n'ont plus aucun lien social avec leurs amis, il n'y a plus de cours pour beaucoup en présentiel, tout se fait à distance, et ils ont beaucoup de difficultés avec ça, parce qu'ils sont jeunes, donc ils aiment, eux, ils ont besoin, peut-être encore davantage que nous, du contact. Donc, si on est dans une grande difficulté, qu'on sent qu'on est dans la détresse, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et se rééquilibrer, oui, il y a des professionnels qui peuvent accompagner. Il y a des vraies techniques efficaces pour ça. Moi, je parle de la sophrologie, c'est ce que j'utilise le plus. Les méditations de pleine conscience sont aussi extrêmement intéressantes. Tout dépend la nature du stress qu'on est en train de subir. Et on n'est pas tous pareils. Et dans cette crise même, on peut avoir des ressentis divers sur certaines situations. Il y en a qui vont être dans l'inquiétude d'attraper la maladie, il y en a d'autres qui sont dans le stress parce qu'ils peuvent pas aller partager des moments familiaux, et puis il y en a d'autres qui cumulent les deux, donc avec des dilemmes intérieurs terribles. Voilà. Et tout ça, c'est un vrai terreau pour qu'à un moment, on puisse s'épuiser. C'est-à-dire que, oui, les ressources, elles diminuent, donc si on ne travaille pas, si on ne se prend pas en main, si on se dit pas à un moment, comment je vais me rééquilibrer? Je sens que je perds les pédales, là. J'ai plus les pédales, là, je les perds. Comment les rééquilibrer? Il y a eu des statistiques qui ont montré qu'il y a eu une augmentation de 20% entre mars à octobre de la consommation des anxiolytiques et des somnifères. Donc on était déjà dans des niveaux très très conséquents. Là, on est en augmentation de 20%. Oui, parce que tout ce que j'ai évoqué, c'est effectivement un terreau pour certaines personnes pour se sentir de plus en plus mal. Il y a des problématiques de dépression, je viens de le mentionner. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour ne pas déraper. Si on a des signaux, il faut les écouter, ces signaux. Reconnaître. Reconnaître, c'est pas être vulnérable ou fragile. Dire, voilà, je suis impacté. Oui, je suis triste. Moi, j'ai une situation personnelle. J'ai des enfants au Canada que je n'ai pas vus depuis 1 an. Bien sûr que je suis triste. Ils vont arriver, là. Mais je peux être concernée, me dire, j'espère qu'ils vont venir, qu'ils vont pouvoir venir. Mais effectivement, cette durée de crise Covid, moi, dans mon ressenti personnel, c'était cette tristesse de pas pouvoir passer du temps avec eux, ce qu'on fait d'habitude. Donc chacun a sa situation. La reconnaître l'émotion qui est perçue, l'état dans lequel on se trouve, c'est le point de départ. Puis ensuite, la cohérence cardiaque peut aider, des exercices de sophrologie peuvent aider, à la fois à accueillir l'instant, à retrouver même du temps agréable dans cette période. Ça, c'est absolument formidable. On peut tous avoir retrouvé dans notre mémoire corporelle des sensations qui nous ont fait du bien. Et on a une ode de Père Noël incroyable. Donc il faut juste aller chercher ça. Alors, on peut se faire aider, effectivement, une sophrologue va guider une séance pour vous faire retrouver un matériel apaisant ou un matériel qui vous a fait du bien, qui vous a donné de la joie. Tout est possible, on peut retrouver la confiance parce que on a eu des épisodes de notre vie où on a été dans le succès. Donc, il y a vraiment des protocoles et des techniques qui permettent de se rééquilibrer par certaines techniques, comme la sophrologie, qui peuvent être associées à des méditations à leur directive avec une intention, ou bien encore explorer son lien à soi-même avec la pleine conscience, qui est aussi des formes de méditation extrêmement intéressantes. Donc, il y a plein de choses possibles. Ce qu'il faut surtout, c'est, je pense, s'ouvrir à ça et se dire c'est aussi une opportunité, ce moment. Si je vois que je commence à subir davantage et que la lassitude m'envahit et que j'ai moins d'élan, d'autant qu'on est en automne, là, hiver bientôt. Alors la lumière, là, elle a baissé. Donc le coup de mou du début de l'hiver vient nous rajouter une petite couche sur... déjà, on en a déjà 2 ou 3, là, on en prend une 4e. Le millefeuille continue de monter. Alors c'est pareil, il y a des techniques en sophro, on travaille avec la lumière. Faire venir la lumière d'un moment, on était sur une plage, on accueillait le soleil, il y a des techniques extérieures, ça c'est sophro pur, mais on peut aussi s'équiper avec une lampe de luminothérapie, par exemple. Si on voit qu'on perd le moral dès que les jours se raccourcissent, dans cette période particulière, c'est peut-être un cadeau de Noël, ça, un investissement, la luminothérapie. Il y a des luminettes, par exemple, des lunettes qu'on peut porter, on fait les sessions le matin. Donc ça, c'est pareil, c'est des ressources. Donc ça peut rééquilibrer quelqu'un qui est dans une baisse de morale. Alors, il y a des choses qu'on peut faire avec quelqu'un, avec des techniques, avec des audios, puis d'autres choses qu'on peut aussi utiliser comme une lampe, qui est quelque chose qu'on va s'acheter, par exemple. Donc ça, c'est aussi une ressource intéressante pour se remettre en équilibre dans la période présente. Parce qu'on n'est pas sorti de l'hiver, on rentre dedans. Donc on a encore à part si on habite dans le sud, mais voilà. Oui, on n'y est pas encore rentré dans l'hiver. On n'est pas encore dedans. Et puis, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est pour se rééquilibrer, prendre soin de ces espaces de récupération. J'ai parlé avant du sommeil. Anne-France en a parlé aussi tout à l'heure.
il n'y a pas que le sommeil. Alors, le sommeil, bien sûr, est essentiel, mais respecter ses rythmes. C'est-à-dire que quand on regarde la façon, le cycle circadien de la vigilance de l'homme, on observe deux choses. On observe que quand on va se coucher, on a une vigilance qui baisse, on ferme les yeux, on s'endort, elle va être notre vigilance au plus bas au milieu de la nuit. Et puis, quand le corps a fait tout son travail de réparation, et le sommeil est fondamental, c'est un acteur majeur de notre bonne santé, et ben, quand le soleil a la capacité à avoir sa durée, voilà, et à sa qualité, on va se réveiller le matin et on va avoir à disponibilité des espaces de concentration, de vigilance de qualité. Et ce qu'on observe, c'est on observe cette courbe de la vigilance, elle baisse donc quand on est au milieu de la nuit, elle remonte, et puis on va observer que le matin elle va être de qualité, et puis qu'on a une baisse de nouveau en début d'après-midi. Bon, alors pas exactement tout le monde à la même heure, ça dépend de nos horloges, mais sur ce créneau quand même, on est quand même majoritairement tous concernés. Et puis notre vigilance remonte. En fait, ça montre une chose, c'est que l'homme, en fait, il a besoin de deux phases de sommeil. Une phase principale, et puis une petite piqûre de rappel en début d'après-midi. Et là, ceux qui sont en télétravail, c'est l'opportunité pour vous de bloquer ce créneau. Petite sieste, 10 à 20 minutes, pas plus. Et vous mettez une alarme si vous n'arrivez pas à vous réveiller tout seul, et pas de problème. Quand vous faites ça, en fait, vous augmentez l'après-midi vos capacités de vigilance de 50% et votre productivité, efficacité de 30%. Mais votre humeur aussi, elle change. Parce que quand vous travaillez avec ce genre de petites pratiques que vous intégrez, c'est pas du temps que vous allez perdre. Au contraire, c'est un temps qui va vous régénérer et vous démarrer votre après-midi, si vous avez une après-midi très remplie, dans un autre état. Vous n'êtes plus déséquilibré, vous êtes rééquilibré. Alors, il y a les siestes, les vraies siestes, où on va se mettre dans le fauteuil, 10-20 minutes. Et puis, nous, en sophro, on fait des siestes neuronales. Les siestes neuronales, c'est, vous vous faites guider par une voix, en l'occurrence, c'est la mienne quand je guide, qui va vous amener vers un voyage où tranquillement vous allez vous laisser aller. Et le bénéfice de ça, c'est que les ondes cérébrales qui est de l'activité de l'éveil vont petit à petit se transformer dans les ondes de l'endormissement, qui sont des ondes extrêmement reposantes. Donc, le bénéfice de ça, c'est que même si on s'endort pas, on va passer 10, 12, 13 minutes dans un état extrêmement bénéfique, où on va sortir en étant bien, en ayant de l'énergie, en ayant repris en s'étant bien rééquilibré sur un temps court. Le temps court que l'on prend, 12 minutes, il y a toujours ce rush sur le temps. Aujourd'hui, on a des journées de 24 heures, on voit que ça suffit jamais. D'ailleurs, la restriction du temps de sommeil qu'on observe depuis 25 ans, on a encore perdu 1 heure et quart depuis 1995. C'est parce qu'il y a tellement de choses à faire. Le temps s'est densifié. Et du coup, oui, il y a beaucoup de personnes qui restreignent leur temps de sommeil. Alors, il y a la restriction qui peut poser problème, et puis il y a la qualité, parce que quand on est très stressé, on agit aussi sur la qualité de son sommeil. Les rêves qui servent à digérer notre émotionnel en journée, pas que, les rêves ont plein d'autres capacités, mais en l'occurrence, on sait que ça joue sur notre régulation émotionnelle aussi, et absorber le stress de la journée, le digérer, en faire autre chose. Si on a un sommeil de mauvaise qualité, ou si on est très stressé, on a des chances d'avoir des rêves très fatigants. Donc même si on dort, on peut se réveiller épuisé. Alors il y a ça, il y a d'autres raisons qui peuvent favoriser l'épuisement, mais le sommeil, c'est quelque chose sur lequel on peut pas passer à travers. Et c'est vraiment une source d'équilibre. C'est vraiment une source principale d'équilibre. Donc il y a plein de choses possibles finalement qui ne dépendent que de nous. La respiration, les exercices qu'on peut faire aussi bien de silence, ce que j'ai évoqué, que les exercices de sophro. Il y a plein d'audios sur Internet qu'on peut trouver. Commencer par des séquences, découvrir, s'ouvrir à de nouvelles choses qui vont permettre de se rééquilibrer dans son territoire intérieur. Moi, je parle toujours de territoire intérieur, dans mon espace intérieur. Et quand je commence à prendre soin de mon espace intérieur, je travaille à mon rééquilibrage en profondeur. Donc, bien sûr, il y a aussi le sommeil. Et donc voilà, il y a d'autres choses évidemment, mais déjà, on a quelques outils. On a 4 pistes qui sont. La question devient. Merci beaucoup. Avec tous ces outils-là, on peut commencer à retravailler nos équilibres. La question devient comment le faire de façon durablement maintenant. Ouais. Alors,
Les pratiques durables, c'est difficile, évidemment, parce que durable, ça peut vouloir dire combien de temps j'arrive à les tenir. Bon, ça, c'est une première question, parce que ça, la discipline n'est pas facile. Alors, vrai. les petits rendez-vous avec soi-même, je reviens là-dessus, dans mon agenda, j'ai mes petits moments, mes petites séquences où je prends soin de moi. Et puis, si j'ai envie de le faire à plusieurs, ben, c'est collectivement qu'on prend nos petits rendez-vous avec nous-mêmes, et on fait ça avec la dynamique du groupe, c'est aussi sympa. Le durable peut vouloir dire aussi la direction du sens. Cette crise-là, ça fait 8-9 mois maintenant, hein, on va arriver fin décembre, on sera quasiment à 9 mois. Elle vient aussi questionner la façon dont on vit nos vies. Donc, pour moi, c'est si je veux aussi me rééquilibrer dans cette direction durable, quel sens ça a pour moi? Qu'est-ce que je fais de ce moment pour transformer ma vie? Et si je n'ai jamais eu l'occasion jusqu'à présent d'instaurer des espaces de rééquilibrage dans mon quotidien, parce que peut-être je pensais que c'était pas nécessaire ou que c'était du temps perdu, c'est l'occasion de le faire. C'est une première chose. Donc, le sens de la vie, qu'est-ce que ça veut dire être en vie? C'est un cadeau, la vie. Qu'est-ce qu'on en fait? La bonne santé, c'est un cadeau à entretenir au quotidien. Et la bonne santé, ça passe par le corps, par le sport, par toutes les choses qu'on peut être amené à faire pour s'entretenir, par ce qu'on va manger. Et puis toutes ces pratiques qu'on peut faire pour soi. Alors il n'y a pas d'obligation, il ne faut pas être une intégriste, dire ma journée ça devient plus qu'un programme de ministre parce que j'ai 1 heure de méditation. Les petites choses du quotidien, c'est on les rentre, on les met dans des petites séquences. Et puis petit à petit, chacun va se faire son menu. Et puis on n'a pas tous forcément le même menu. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, on prend conscience que le temps qui nous reste à vivre sur Terre, on peut continuer à subir ce qui est autour de nous. On n'a pas encore les clés du camion pour savoir dans combien de temps va durer la crise du Covid, quand ça va s'arrêter, est-ce qu'il y aura une autre crise qui va arriver derrière. Si on reste sur des modalités où on continue de subir, bien évidemment qu'on va dans le mur. Et là, l'épuisement, il nous guette. Ça veut dire que le sens, c'est aussi donner du sens dans m'occuper de moi et m'occuper des autres. M'occuper des autres. Et le partage fait partie de ça, tout ce qui touche à l'entraide, la reconnaissance, tout à l'heure Anne-France en parlait de la reconnaissance en entreprise. Oser dire, oser ouvrir des espaces dans les entreprises où on a le droit de dire comment vous vous sentez en ce moment. La question, comment ça se passe chez vous, voilà, de quoi vous avez besoin. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors tout à l'heure, Alexandre parlait des webinaires qu'ils ont développés. C'est exactement ça. Je trouve qu'il y a ce moment-là peut permettre d'aller innover, de pouvoir proposer des choses qu'on n'a peut-être jamais osé faire avant, pour s'entraider, pour qu'il y ait du lien, pour créer du lien, et puis s'impliquer d'une façon, je dirais, attentive, attentionnée, bienveillante à l'égard des autres. C'est difficile ce qu'on traverse. Alors, quand c'est difficile, il faut resserrer les liens. Et encore plus, on en a encore plus besoin. Donc ça parle de ça, mais ça parle aussi des actions qu'on peut avoir à côté du travail, qui peuvent être des actions solidaires, de s'occuper des autres et de donner un autre sens à cette période qui est difficile, mais qui peut être drôlement riche dans nos espaces intérieurs. Alors, je dirais plus spirituels. Là, on n'est plus dans le territoire intérieur. Ça reste intérieur, mais on est dans une sphère qui rayonne plus largement. En tout cas, pour moi, l'équilibre, il parle de toutes ces sphères-là. C'est un équilibre global. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour J'imagine que oui, j'étais en train de regarder mes notes. D'un côté, dites-vous, attention, on a un tout petit cerveau reptilien qui, lui, gère tout ce qui est réflexe dans notre corps. Oui. Celui-là, il est hyper sollicité sur le stress, nous sommes d'accord. Fort heureusement, ajoutez-vous, on peut reprendre au moins une commande, c'est celle de la respiration, ce qui est une très bonne chose parce qu'on peut recadencer le cœur avec ça. J'ai bien compris? Oui, absolument. Donc, et là, ce sont des exercices. Puis vous ajoutez, maintenant, il va falloir vraiment s'écouter. C'est ce que j'ai retenu, c'est ce verbe principal. S'écouter, ça veut dire, est-ce qu'une sieste, c'est bon pour vous? Faites-la, 1/2 heure, c'est sympa. Plein de choses. La méditation, est-ce que ça peut vous aider? Méditation de pleine conscience. Le silence. Voilà, des petites choses. Et vous avez ajouté, surtout, chacun a son rythme, mais pensez à vous, et ça doit être dans votre agenda personnel, sur des ressources intérieures, sur des choses qui vous font du bien. Je suis d'accord, on est d'accord là-dessus? Complètement, qui nous font à chacun du bien. Et il ne faut pas se sentir coupable de prendre ce temps, parce qu'on a quand même dans notre culture une culpabilité de faire ça. C'est pas se sentir coupable. En étant mieux nous-mêmes, on sera mieux aussi avec les autres. Et qu'on soit en famille ou en entreprise, la qualité de notre présence, comment on se sent, ça aide à tout le monde. Ça permet à tout le monde de se sentir mieux. J'ai une dernière question. Oui.
Et vous-même, sophrologue, Oui, j'imagine que vous avez pris des chocs comme tous les autres. oui. Est-ce que vous avez intensifié ces moments que vous vous accordez? En fait, ce qui est intéressant quand on sait quelle technique utiliser, c'est qu'on va choisir des techniques qui sont en lien aussi avec certaines situations. Alors, la sophrologie, il y a un travail de fond, hein. Quand on travaille sur des exercices qu'on répète, il y a un travail de fond qui s'installe, hein. C'est ce qu'on appelle dans une direction de l'existence, bien sûr, c'est existentiel, mais on peut aussi avoir des moments où on joue le pompier. Et quand il y a des situations, par exemple, mon fils devait arriver le 15 avril, passer 3 semaines. Bien sûr que quand j'ai su qu'il pouvait pas venir, j'avais de la colère, j'avais de la tristesse, je ressentais. Donc moi, j'avais besoin de me calmer émotionnellement. Alors, on a dans notre trousse à outils une grande richesse de techniques qui sont pas des techniques longues, qu'on peut vraiment utiliser facilement, qui permettent de relativiser, de retrouver du sens et d'accepter ce qui est, sans résister, en étant tout simplement capable d'aller dépasser ce qui est pour avancer et rester en vie, dans la vie, en étant ouvert sur ce qui nous entoure et en étant capable de profiter, malgré ça, de tout ce qu'il y a autour. Et ça, je trouve que ça fait partie des choses aussi, c'est comme quelqu'un qui a une maladie, et puis une maladie grave, et puis toute sa vie tourne autour de cette maladie, et puis ben, la personne va devenir sa maladie. Donc on peut faire autrement. Dire qu'on peut tous être impactés, on n'est pas plus protégé, vous, moi, n'importe qui, par ce qui arrive. Maintenant, c'est comment est-ce que on accepte que ce soit là, si ça doit être là, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on est subissant ou acteur? Et si on est acteur, on peut rester libre. Et je pense que le principal travail qu'on apprend à faire en tant que sophrologue, c'est justement à garder cet espace de liberté. La liberté, c'est pas faire tout et n'importe quoi, c'est garder devant soi un espace ouvert où on reste attentif et on est capable de contempler, d'apprécier, donc d'être heureux, joyeux, même dans des moments difficiles. Et je pense que ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on peut tous développer. Merci beaucoup Mireille pour tous Merci. ces conseils. Nous repartons auprès d'Hélène et Alexandre. Troisième tableau, c'est le tableau où on ne voit pas le mot fin s'inscrire et où il va bien falloir maintenant faire en sorte que nos adaptations soient pérennes.